capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable, pour lui, c'est comme s'il respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit. Jean Sate annoncé, Joverlin, petit garçon ex-président Jovenel Moïse, te dit, nous rete, yon di l'autre, li gen pou vin parler, li gen pou vin citer non, après 4 ans, de l'an mon papal. Mais jodi, nan occasion ou bien nan mois ça même que nous connaît, yo te tué président Jovenel Moïse, Joverlin choisi moi, yo te assassiné papal la même, pour le faire une belle émission qui vraiment professionnelle dans façon la répondre question dans façon la bailler réponse eh bien pour le bailler quelques détails sur l'amour papal et des papal parce que Jovelin fait connaître que li c'est une conseiller papal OK il était une conseiller papal et c'est ça que fait li kon en pile bagay qui t'a passé, en pile bagay papa t'a traversé. Elle fait connaître tout 2 mois avant. Pendant le t'a dîner avec papa, le président t'a expliqué toute charge li gen sous dol, toute salle pour changer en dans pays, tout barrage, tout problème qu'il rencontre, toute menace. Ben pour Jovelin, il était fait international la confiance, États-Unis confiance que pas ka gen un assassinat en dans pays surtout sous papal en 21e siècle nous connaît depuis combien années pas gen assassinat sous président mais Jovelin te dit non c'est pas sous papal qui pral gen bagay ça eh bien nous connaît que nèg yo même yo mette tête yo ensemble yo réussi yo fait pour tout comme si avantage président fait yo perdu pour tout gros contrat président coupé tant question importer chablende en dans pays qui était avec pile l'argent mais président est vraiment baissé toute bagage ça yo mais c'est là Raïssa Blanc t'a sorti c'est là complot combinaison t'a sorti pour capable tuer président pour nèg capable joindre possibilité pour yo faire ça yo vle en dans pays parce que président Jovenel Moïse te gon l'autre vision pour changer ça te gon l'autre vision pour améliorer bagay yo en dans pays. En tout cas, nous pas fait trop parler, nous pral de plutôt émission ça ensemble avec Joverlin qui vraiment yon professionnel, vraiment en pile éducation, vraiment yon nèg conson vaillant, yon nèg garçon, OK? Joverlin lui-même prêt, Joverlin pour moi-même Joverlin ka président oui, Joverlin ka président. D'ailleurs, il dit la fait étude li dans politique, nous pas connait qui ça ka venir. En tout cas, on regarde parti ça et nous gain pour nous porter reste émission ça pour nous entendre tout détail, tout ça que te dit, tout ça Joverlin te connaît des papas, li partager ensemble avec public là jodi. La nuit du 6 au 7 juillet 2021. 4 ans plus tard. Tu m'as déjà accordé une entrevue il y a précisément 4 ans. 4 ans plus tard, quand tu y repenses, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Tu étais très proche de ton papa, on le savait. Tu étais même un conseiller informel de ton papa. Je t'ai rencontré en une circonstance particulière quand ton papa était président. Tu étais venu à Montréal dans le cadre d'une rencontre avec des gens d'affaires montréalais et j'ai eu le bonheur de te rencontrer. Donc, tu étais conseiller de ton papa. Donc, tu étais très proche de ton papa. Dis-moi, 4 ans plus tard, donc lorsque tu y repenses a posteriori, là, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat de ton papa? Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, il n'y avait pas de signe tangible qui allait avoir un assassinat. Et de toute façon, je me rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un peu... À quelle date? Nous sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai, à peu près, avril, mai, exactement. On rentrait d'un dîner tard le soir et mon père venait de nous expliquer un peu, en fait à toute la famille, moi j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait de nous expliquer... du problème ou bien de la fonction? La fonction de président. Non. Parce que si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander... Quel problème, exactement. Le problème, je referai la parenthèse, puis on va refermer, puis on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus tard aussi. Le problème lié au développement.
Le problème lié à l'autonomie du peuple haïtien. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité, une toute petite minorité en fait, et même pour certains pays de la communauté internationale. On va en revenir aussi. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui it's out of hand, ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu il nous faisait le topo, ok? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, on est extrêmement en danger. Et moi, naïf que j'ai été il y a 4 ans, et aussi dans cette histoire c'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Il y a 100 ans avant. Ouais, c'était en 1915, exactement. Donc, Vulbrin-Guillaume Sam, oui, c'est ça. Exactement. Ce qui va tout de suite provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Washington. Exact. Exactement. On va y revenir aussi. Donc, il y avait en ce qui me concerne, il y avait une relation, je dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, pas au 21e siècle. Pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme. Un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis le pays LOC. Depuis le pays LOC, exactement. C'était l'enchaînement de pays LOC de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24 sur 24. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au lendemain. Il faut l'aller. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui, c'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, pour co-consultation. On parle d'élections. Il reste 6 mois. Les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant?
Mais quel mot je l'avais piqué, justement? Le changement du Premier ministre. Ben, le changement de Claude Joseph à Ariel Henry. Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. OK? Ce changement. Ingérence politique de qui? De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. OK. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, qu'est-ce que ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Okay, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est « 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur ». Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? Okay. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes. Qui? Économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bicou, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour, j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait, à un moment donné, faut nous prendre responsabilité, nous, pour qui ça, nous pas? Et après, je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique
Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le Bien sûr. comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de, les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique. Quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc, 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi a-t-on peur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction, au lieu de me tomber dans mâche ou bien machine frappée, tu vois, ce genre de... Tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Capable de... Et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable, bon, pour lui, c'est comme s'il respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Et il prend la direction, il prend la direction. Hein. C'est simple que ça. Intégrité journalistique, mais intellectuelle oblige, ce n'est pas toujours comme ça qu'on perçoit ton papa. Beaucoup, on va se dire les vraies choses. Et c'est à toi de répondre. Et je veux préciser pour le public, Jovenel répond en tant que fils. On s'attend à ce qu'il présente une image favorable de son papa. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. C'est pas lui le président élu. Lui, il n'avait pas de charge publique. Moi, je l'invite comme témoin privilégié d'une présidence qui s'est soldée par un assassinat. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser, mais il faut distinguer les personnes. Ce n'est pas Jovenel Moïse que j'ai en face de moi. Hélas, il a été assassiné. Et sachant que ce n'est pas Jovenel Moïse, il y a des questions que j'aurais pu poser à Jovenel Moïse, mais qui ne sont plus de mise parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Et donc, celui qui me parle, il nous parle en tant que fils. Son rôle, c'est de présenter l'image de son papa, l'image forcément favorable. Mon rôle, c'est de le relancer, c'est de cadrer. Mon rôle, ce n'est pas de le coincer ni de l'accuser. Il n'a pas de charge publique. Donc, je veux faire cette précision parce que je vois vos réactions. Et donc, n'oublions pas, il ne faut pas substituer Joverlin à Jovenel. Il est Joverlin. Et il répond en tant que fils, selon ce qu'il ne peut pas mentir, avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? 2 choses, en fait, avant de répondre à la question directement. Je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. Okay. Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends.
Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'étais pas d'accord, personnellement. Et lesquelles? Activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens, ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis début des années 2000, depuis début de l'année 2018, en fait, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui ont demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez des porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, M. Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, parce que ça, c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service, tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne. En fait, il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je lui disais, déjà, cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Il va falloir que tu t'exposes. Il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et le pays là That's it. C'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité. Le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue. C'est un analyste politique. La dimension technique. Exact.